Aujourd'hui, nous allons explorer les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, car j'ai eu envie de comprendre pourquoi les sites sont inscrits sur cette liste prestigieuse, selon quels critères, comment ils sont protégés et comment évolue avec le temps cette notion d'universalité. Un premier classement évoqué par Hérodote recensait les 7 merveilles de l'Antiquité. La statue de Zeus à Olympe, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, les jardins suspendus de Babylone s'ils ont existé, la pyramide de Khéops à Gizeh, la seule de ces merveilles qui est encore debout, et le phare d'Alexandrie. On remarque que cette liste ignore les civilisations de l'Indus, ou plus à l'est la civilisation chinoise, ce qui est indicateur des limites du monde connu à cette époque. La notion de patrimoine mondial de l'UNESCO hérite un peu de cette idée. Elle est récente, deuxième moitié du XXe siècle, et elle se concrétise autour des notions de préservation des biens culturels, mais aussi de protection de la nature. Car la prise de conscience est double. Le premier événement, c'est la construction d'un barrage à Assouan, en Égypte. Voici le Nil, qui traverse tout le pays, et ce barrage entraîne la formation d'un lac immense, le lac Nasser, qui menace à son tour plusieurs temples, notamment ceux d'Abou Simbel, construits sous Ramsès II. Appelé par les gouvernements égyptiens et soudanais, l'UNESCO lance une campagne internationale pour démonter, déplacer et réassembler les temples sur les hauteurs qui surplombent le lac. Deuxième événement, en 1965, une conférence à la Maison-Blanche demande la création d'une fondation mondiale pour préserver sites culturels et sites naturels. Car en fait, les États-Unis ont été le premier pays au monde à élaborer le concept de protection des espaces naturels, considérés en eux-mêmes comme patrimoine historique. Cette carte nous montre le parc de Yellowstone, premier parc protégé au monde dès 1872. Et on voit ici, sur l'ensemble du pays, les parcs naturels protégés aujourd'hui au nombre de 58. Donc en 1972, l'ONU ouvre à la signature des États une convention qui définit un patrimoine commun de l'humanité, regroupant sites naturels et biens culturels ayant une valeur universelle. Elle incite les États à proposer des biens pour inscription sur la liste du patrimoine, à les protéger, et aujourd'hui, en fait, il y a quasi-unanimité. 186 États font partie de cette convention. Être sur cette liste constitue un label prestigieux, qui évidemment attire les touristes, mais cela sert aussi à sensibiliser la population locale à la préservation, à trouver des mécènes, l'expertise de spécialistes et d'avoir accès à un fonds qui aide les États à identifier leur patrimoine et à monter leur candidature. L'un des grands intérêts de la Convention sur le patrimoine est d'amener chaque État partie à prendre conscience de son propre patrimoine. Et si les premiers sites ont été inscrits à partir de 1978, on voit que la progression a été très rapide. Quels sont les critères pour être sur la liste? Il y en a 10, le site devant répondre à au moins un des critères. Par exemple, pour en citer quelques-uns, représenter le génie créateur de l'homme, tel le Taj Mahal, ou bien le temple de Preah-Vihear, ou l'opéra de Sydney. Apporter un témoignage sur une civilisation vivante ou disparue, comme la cité punique de Kherkouane. Être un exemple d'une période significative de l'histoire humaine, comme le centre historique hispanique de Lima. Des espaces d'une beauté naturelle exceptionnelle, comme le parc national du Kilimandjaro. Ou bien un exemple de communauté de plantes et d'animaux, comme la forêt primaire de hêtres des Carpates, ou encore des habitats naturels pour la conservation in situ de la diversité biologique, comme le sanctuaire du grand panda du Sichuan. Alors ce ne sont là que quelques exemples, mais ils nous montrent bien la richesse de nos civilisations et de nos écosystèmes, autant que leur fragilité. Le Comité du patrimoine mondial se réunit une fois par an pour choisir quels sites vont pouvoir figurer sur la liste. Lors de la dernière session de juin 2009 à Séville, 13 nouveaux sites ont pu rejoindre la liste. On trouve notamment la mer des Wadden,
baignant l'Allemagne et les Pays-Bas, le palais Stocklet en Belgique, au Burkina Faso les ruines des Loropéni, en Iran le système hydraulique de Shustar, en Corée les tombes royales de la dynastie Joseon, en Chine les Wutai qui sont les montagnes sacrées du bouddhisme, mais aussi la chaîne des Dolomites en Italie ou le site de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Ce que l'on peut retenir aussi de la dernière réunion de Séville, c'est le déclassement de l'un des sites de la liste. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'un État manque à ses obligations de protection, le comité peut, après avertissement, retirer de la liste le site en question. Et c'est ce qui vient de se passer pour la vallée de l'Elbe en Allemagne, et cela est dû à la construction d'un pont à 4 voies au cœur de la ville de Dresde, qui va altérer le caractère exceptionnel du site. Le cas de la ville de Bordeaux en France aussi est intéressant. Le centre de la ville et les quais donnent sur la Garonne et ils ont été inscrits au patrimoine en 2007. Mais depuis juin 2008, ils sont soumis par le comité à un suivi renforcé à cause du projet de pont en amont de la ville que vous voyez là et dont l'ampleur et l'esthétique enlèveraient à ce site sa valeur exceptionnelle. Alors en juillet 2009, la municipalité a voté une série de mesures pour réduire l'impact visuel du pont, mais la question est donc bien, est-ce qu'on peut concilier paysage urbain classé et construction de grands équipements? Un autre site avait été retiré aussi en 2007. Dans le sultanat d'Oman, l'espèce protégée des oryx arabes a son sanctuaire que l'on repère là sur la carte. Le site a été placé sur la liste du patrimoine en 1994, mais il en a été exclu en 2007, car la superficie protégée a été réduite de 90% du fait de la découverte de pétrole à cet endroit-là. Donc, ce sont les États eux-mêmes qui restent les vrais acteurs de la protection de leur patrimoine, et aucune sanction n'est prévue à leur encontre, à l'exception de l'exclusion du site de la liste. Cela peut constituer une perte en termes d'image, mais on peut comprendre en même temps que le label passe après certains grands enjeux économiques. Il existe en juin 2009 890 sites inscrits à ce patrimoine, 689 sont culturels, 176 sont naturels et 25 sont mixtes. Donc première observation, il y a 3 fois plus de sites culturels que de sites naturels. Tête de liste l'Italie, puis viennent l'Espagne et la Chine, suivi de la France et de l'Allemagne. Donc, à l'exception de la Chine, on a une surreprésentation de la zone Europe-Amérique du Nord par rapport au reste du monde. Cela s'explique par plusieurs facteurs. À l'origine, une certaine vision monumentaliste qui avantage plutôt l'Europe. De nombreux pays en développement n'ont pas les moyens en hommes ou en ressources pour identifier et monter les dossiers relatifs à leur patrimoine national, malgré les ressources du fonds destiné à cet effet. Et puis on remarque aussi le cas de la Birmanie, qui a ratifié la Convention sans pour autant tenter de faire inscrire Pagan, dont le site est pourtant l'un des sommets de l'art bouddhique. Il existe aussi toute une liste de patrimoines en péril, au total 31 sites. 5 sont dans les pays arabes, 6 en Amérique latine et en Asie, 12 en Afrique et 2 en Europe. Alors être en péril, cela veut dire être menacé de disparition, du fait de grands travaux, du développement urbain, des catastrophes naturelles ou bien sûr d'un conflit armé. Par exemple, sont en péril la totalité des sites d'Afghanistan, entrés au patrimoine mondial après la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en 2001. On a aussi 2 sites en Irak, la vieille ville de Jérusalem qui est dans la liste en péril depuis 1982, ou encore les églises orthodoxes du Kosovo. À ces diverses menaces s'ajoute maintenant celle de l'impact du changement climatique sur le patrimoine. En juillet 2009, le comité a sorti un rapport portant sur les sites menacés, tels que Venise, les Alpes suisses, la barrière de corail australienne, les parcs nationaux au Népal ou au Pérou, qui tous vont subir les divers effets du changement climatique. Il y a aussi une dernière menace qui est paradoxale, c'est l'attrait extrêmement fort exercé par les lieux eux-mêmes et qui sont littéralement envahis par les touristes que nous sommes. Cette notion de patrimoine mondial a évolué depuis la création de la Convention.
car il n'y a pas que les sites tangibles et monumentaux. Je pense aussi aux langues qui meurent, aux bibliothèques, à la transmission des savoirs, aux connaissances traditionnelles que des communautés ont reçues de leurs ancêtres et transmettent souvent oralement à leurs descendants. En somme, toute la dimension immatérielle des patrimoines de l'humanité, à laquelle je consacrerai un autre numéro du dessous des cartes. Vous pouvez consulter cette étude de cas dont je vous parlais sur le changement climatique et le patrimoine mondial. La revue Patrimoine mondial consacre aussi un numéro à la biodiversité et puis un très gros livre sur les plus beaux sites de l'UNESCO, édité aux éditions Grund.